L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à l'école de Francfort et l'art, avec pour invité le professeur Alain Vanier, docteur et psychiatre, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, le journaliste Alexis Lacroix, directeur d'Actualité Juive. Merci. Et à la régie, nous avons notre ami Benjamin, comme d'habitude. Donc, nous continuons aujourd'hui, n'est-ce pas, notre investigation critique sur l'école de Francfort. Je le rappelle à nos auditeurs, l'école de Francfort, qui était née dans les années 20, dans la République de Weimar, autour de l'Institut pour la recherche sociale, a reçu un nombre important a réuni plus exactement un nombre important de chercheurs, parmi lesquels d'ailleurs il y avait beaucoup d'hommes et de juifs inspirés par le marxisme et lui-même critiqué et s'appliquant à la société industrielle. Les grandes figures de cette école de Francfort, nous les avons déjà évoquées, Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin et aujourd'hui Jürgen Habermas. Et donc elle a exercé une influence non négligeable et même importante aux États-Unis, en Europe et également en France, en particulier dans la sociologie. Aujourd'hui, avec notre invité, le docteur Alain Vanier, psychiatre et psychanalyste, professeur émérite à l'Université de Paris 7, que nous remercions d'être avec nous et nous sommes très heureux de l'accueillir. Nous nous intéressons à l'art et au fond, à travers un commentaire du texte qui a obtenu en fait un grand retentissement, celui d'Horkheimer et d'Adorno, sur l'industrie culturelle et la culture de masse et qui est pris dans la dialectique de la raison. Nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Ce n'est pas par hasard que le système de l'industrie culturelle vient des pays industriels libéraux. Ces médias caractéristiques, en particulier le cinéma, la radio, le jazz, les magazines, ne triomphent-ils pas dans ces pays mêmes ? Il est vrai que leur progrès a ses origines dans les lois générales qui régissent le capital. Gaumont, Ullstein, Pathé ont connu le succès en suivant la tendance internationale, la dépendance économique envers les États-Unis. C'est ainsi que l'industrie culturelle, qui est le plus rigide de tous les styles, apparaît comme l'objectif même du libéralisme auquel on reproche l'absence de style. Les trusts modernes de la culture sont le lieu économique où continue provisoirement à survivre, avec les types correspondants de chefs d'entreprise, une partie de la sphère de circulation des produits qui, par ailleurs, est déjà engagée dans un processus de désintégration. Jadis, les artistes signaient, comme Kant et Hume, chacun dans leurs lettres, par cette formule « humble serviteur », tout en tapant les assises du trône et de l'autel. Aujourd'hui, ils appellent des chefs de gouvernement par leur prénom, ils sont soumis dans chacune de leurs activités artistiques au jugement de leurs maîtres ignorants. L'industrie s'adapte au vote qu'elle a inspiré elle-même, système ratifiant malignement la demande de Camelot, il inaugure l'harmonie totale. Le connaisseur et l'expert sont l'objet du mépris réservé à ceux qui ont la prétention de se croire supérieurs aux autres, alors que la culture distribue si démocratiquement ses privilèges à tout à chacun. Le résultat est la reproduction constante de copies conformes. Max Horkheimer, Theodor Adorno, la dialectique de la raison, die Dialektik der Aufklärung. Merci beaucoup à Alexis. Ce texte a été publié en 1944, il a été traduit en français et publié chez Gallimard en 1974 et incontestablement, il a eu un grand retentissement dans les études sociologiques, en particulier consacrées à l'art. Mais en vérité, une des questions qu'on peut se poser, a-t-il véritablement convaincu les philosophes, ne parlons même pas, n'est-ce pas, des historiens de l'art? Que nous dit le texte? On fait un petit commentaire de ce texte. Que l'art s'est transformé dans sa rencontre avec l'industrie, dans ce qu'on appelle ici les pays libéraux, c'est-à-dire en fait les pays ou capitalistes, pour prendre la forme des médias, la forme médiatique. Deuxièmement, que les médias eux-mêmes sont notamment le cinéma, la radio, les journaux et les magazines, qui sont liés à de grandes productions, et en particulier dans le cinéma, on cite, c'est frappant, n'est-ce pas, Gaumont et Pathé, entre autres, et que leur base et l'origine de ces industries culturelles, désormais, a lieu dans le développement du capital, qu'elle aboutit à une culture de masse
dont l'objet d'art, hélas, devient identique à une marchandise parce qu'il est reproduit indéfiniment et donc il perd en fait toute originalité. Et enfin, le résultat, c'est la perte de l'indépendance de l'art et de ses productions. Et l'art, nous explique-t-on, a cessé d'exercer sa fonction critique, qui d'ailleurs était liée à une sorte de sacralisation de l'art, mais il s'est engagé dans une sorte de réplication infinie, comme avait dit Benjamin, une reproductibilité, n'est-ce pas, là autant de la reproductibilité, dans une masse de copies conformes. Alors, je crois qu'il est incontestable, n'est-ce pas, que cette doctrine a quelque chose de saisissant, parce qu'il y a du vrai, n'est-ce pas, dans cette description. Et c'est normal qu'elle ait reçu un grand écho, d'ailleurs des sociologues américains, je citerai Daniel Bell, mais même des sociologues français comme Alain Touraine, eh bien, au fond, ont accepté cette vision. Et je dirais que nombre d'écrivains moralistes en France, ou aux États-Unis, comme Alan Bloom, n'est-ce pas, l'ont également prolongé par des analyses et des représentations. Alors, question, est-elle tout à fait exacte? N'est-elle pas, en condamnant au fond, tous les médias et toute la culture de masse, en partie injuste? Voilà, première question. Et donc, c'est à vous, cher Alain Vanier, que nous voulons poser la question. Nous savons que vous êtes donc psychiatre, psychanalyste, professeur, et nous avons eu l'occasion de vous entendre récemment avec François et Marielle, que vous connaissez bien l'école de Francfort. Que pensez-vous, à votre tour, de l'industrie culturelle de masse? Est-ce qu'elle résume, à votre avis, toute la culture, comme on le laisse entendre ici, la culture moderne? À Horkheimer et à Borneau, n'est-ce pas, sont particulièrement critiques à l'égard du cinéma, mais alors, pour les cinéphiles que nous sommes tous ici, n'est-ce pas, les choses sont un peu difficiles, parce que, est-ce qu'on peut nier qu'il a existé des chefs-d'œuvre artistiques, comme ceux de Charlie Chaplin, de John Ford? Alexandre est un grand fan de John Ford, mais aujourd'hui, de Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, et au fond, ce cinéma n'a-t-il pas produit ce qu'on peut appeler vraiment des chefs-d'œuvre de l'art? Pour prendre un autre exemple, Stanley Kubrick, qui peut nier qu'il soit un critique. Il n'est pas un béni oui-oui de la culture américaine. Il est un critique. Il en est d'autres. Même dans le Abraham Lincoln de Spielberg, il y a toute une critique sous-jacente de la politique américaine, des lobbies, de son machiavélisme. Bref, au fond, les moyens industriels suffisent-ils à anéantir l'œuvre d'art? Voilà la première question qu'on voulait vous poser, cher Alain. Ma référence, enfin ce à quoi on pense évidemment, c'est au fameux texte de Benjamin, à l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ce texte qui, lui, alors c'est intéressant parce que les quatre ou cinq écritures successives que fait Benjamin de ce texte, la dernière est en 39, oui. Et le texte d'Adorno et d'Horkheimer est en 44. Oui, entre les deux, il y a eu la guerre. Je pense que c'est pas tout à fait fortuit parce que Benjamin a une vision, où il pressent ce qui va être peut diagnostiquer déjà les mutations en cours à son époque, et puis il pressent ce qui va se produire, mais en même temps, pour lui, le cinéma n'a pas une valeur univoque, hein, c'est-à-dire il peut y avoir, les deux formes sont possibles, celles que vous citiez, c'est-à-dire les chefs-d'œuvre qui éveillent la conscience, etc., et puis aussi la culture de masse avec l'effet d'abrutissement des foules, mais etc. Elle existe, voilà. Elle existe indiscutablement. C'est pour ça, pour Benjamin, ça renvoie toujours à ce qu'il appelle l'alliance qu'on pourra ou non faire avec la technique. Voilà. Oui. Mais pour lui, on n'est pas dans la perspective heideggerienne, etc., d'une dévalorisation de la technique. La critique de la technique a quand même des relents ailleurs. Alors, les deux. Des échos. Oui, mais alors, dans Benjamin, l'idée, c'est que est-ce que nous saurons ou pas
créer une alliance avec la technique. Est-ce que nous saurons faire de la technique un organe? Il le dit dans les textes où il parle de la guerre de 14-18, dans la critique de la violence, également dans ce texte-là, dans l'œuvre d'art. Absolument, absolument. Saurons-nous faire de la technique un organe? Est-ce que l'humanité saura faire, la société saura faire de la technique un organe ou pas? Est-ce que nous allons réviser, il y a une critique d'ailleurs des futuristes, etc., qui célébraient la guerre, et est-ce que nous allons savoir réviser au fond notre relation à la technique pour créer une nouvelle alliance? Enfin voilà. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Le cinéma, par exemple, il met l'accent sur l'esthétisation de la politique, dit-il, qui va dans le sens de ce que disent Horkheimer et Adorno. Pour lui, ça, c'est la définition du fascisme. Voilà, c'est ce qu'a fait Goebbels, etc. Qui a fait un grand usage, en effet, de l'industrie culturelle. Absolument. Et puis, d'un autre côté, il dit, alors, si au lieu de l'esthétisation de la politique, on avance vers une politisation de l'art, alors là, on va dans le bon sens, et les deux sont possibles. Et les films que vous avez cités, ou les auteurs que vous avez cités, ils vont dans ce sens-là, me semble-t-il. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser. Avant aussi le passage en 2 temps de Fritz Lang. Oui, mais voilà. Qui lui-même est une caricature de cette utilisation politique. Tout à fait. Et qui ensuite, arrivé aux États-Unis et pensant à ce qu'avait été la folie allemande, a commencé à jeter dans sa cinématographie américaine les bases d'une critique du nazisme. Oui, tout à fait. Mais écoutez, merci. J'ai une deuxième question à vous poser. Au fond, si on est sensible, c'est mon cas, au caractère un peu unilatéral, n'est-ce pas, de cette critique de l'art moderne, de l'école de Francfort. Alors, au fond, la question est philosophique. Elle emploie l'art philosophique dans le même texte, dans le même livre. Est-ce qu'elle n'est pas liée à leur ambivalence fondamentale à l'égard des Lumières? C'est-à-dire, il y a qui est d'ailleurs donc teintée, n'est-ce pas, de l'hostilité de la philosophie romantique allemande vis-à-vis des Lumières. Parce que Horkheimer et Adorno s'attaquent aux Lumières, auxquelles ils attribuent la responsabilité des désillusions du progrès, et même la catastrophe totalitaire. Et parce que, dit-il, les Lumières ont en fait oublié le mythe avec le triomphe de la raison. Alors, je vais vous dire en quoi, personnellement, ça me choque énormément, parce que qui est un peu familier de l'érudition des Lumières, c'est que justement les Lumières ont inventé précisément de redonner un statut tout à fait éminent à la mythologie comparée, c'est à Nicolas Fréret, Cours de Gibelin, Anquetil du Perron. Ils ne sont pas connus du grand public, mais enfin, ils ont quand même donné, ça nous a donné Champollion en fin de course, pas par la philologie. Donc, donc comment vous expliquez cette ambivalence, n'est-ce pas, qui fait que dans le combat entre la philosophie des Lumières et la philosophie romantique, l'école de Francfort penche terriblement du côté du romantisme politique. Alors, moi, je ne suis qu'un amateur, je ne suis pas du tout un expert, mais disons, ce à quoi je pense, en fait, c'est un moment très très important. Moi, j'ai toujours appelé ça l'ombre portée des Lumières. C'est le cercle d'Iéna, et qui me paraît un moment extrêmement important. Schlegel, Novalis, etc. Qui à la fois, c'est très ambigu, mais qui à la fois sont une des racines de ce qui est ma pratique de la psychanalyse, parce qu'on trouve des références dans Novalis, Sprachtrieb, des notions où Novalis se pose la question de pourquoi je prends la parole à tel moment et pas à tel autre, quelle est la pulsion de parler, etc. Qui au fond, et qui est en même temps une des racines du nazisme, enfin une des racines du fascisme allemand. C'est ce que montre très bien Thomas Mann, n'est-ce pas? Voilà. Donc, or, en même temps, ils ont imprégné toute la culture allemande. Je pense par exemple à la linguistique de Haebel, sur quoi Freud s'occupe considérablement. Novalis soutient les mêmes positions sur l'origine unique des mots antithétiques, etc. Donc on a l'impression qu'il y a une imprégnation de la pensée allemande, malgré elle, de ce mouvement de retour. Alors, Marielle, alors évidemment, ça ne vous échappera pas que nous avons tenu à votre présence en raison, n'est-ce pas, de notre amie Marielle qui, au fond, défend noblement
et avec beaucoup d'arguments, la place de la psychanalyse dans la vie intellectuelle française. Donc je lui laisse à son tour vous poser au fond des questions sur ce texte et ce que vous pensez de cette conception de l'industrie culturelle et de la culture de masse. Bien, je pense que ça a été écrit il y a 80 ans. Bon. Alors, à la fois, il y avait quelque chose qui était prémonitoire de ce qui allait se passer, parce qu'en effet, de certaine façon, ce qu'il appelle culture de masse s'est accentué, mais enfin, en même temps, c'est aussi une démocratisation qui s'est passée. C'est-à-dire, quand on allait au musée en 1950, il n'y avait personne. Maintenant, il y a un monde fou. Ça veut dire que les gens s'intéressent beaucoup plus à l'art qu'avant. C'est tout à fait vrai. Hein? Et ça, c'est excellent. D'autre part, je crois que ça n'empêche absolument... Si on prend par exemple la littérature, enfin bon, la peinture évidemment a tout à fait évolué, c'est une évidence, mais si on prend même la littérature, il se trouve que ce week-end, par exemple, j'avais un petit peu de vacances, comme tout le monde, c'était la Pentecôte, et j'ai lu deux livres tout à fait différents. L'un, c'est Connemara, qui est au fond, qui m'a reproduit le plaisir que j'avais adolescente quand on lisait des romans fleuves sur une famille, où on va présent, où on va avant. Et bon, bien sûr, ce qui a énormément changé, c'est la place de la sexualité. Et peut-être que les psychanalystes n'y sont pas pour rien. Hein, bon, évidemment, c'est beaucoup plus sexualisé. Les romans fleuves. Mais j'ai lu aussi un livre tout à fait différent d'une personne qui s'appelle Jeanne de Damer, qui est l'enfant qui est une femme qui a beaucoup de succès. Et là, on est beaucoup plus dans la poésie. Donc, en réalité, ça veut dire que, bon, d'accord, il y a une culture de masse, mais que enfin, ce qui est authentique et ce qui quand même intéresse les gens, eh ben, c'est pas seulement ça, et c'est aussi comme autrefois. Merci beaucoup, Marielle. Alors, François, et après je reparlerai la parole à Alexandre qui a été trop bref, et ensuite ce sera à vous, cher Alain. À François. Voilà, sur ces questions de la culture de masse émergente, enfin qui est en train de se constituer, si on veut, je pense que l'école de Francfort se retrouve sur des rails existants. Alors, j'ai lu Georges Duhamel, Scène de la vie future, qui dit à peu près la même chose. Hardy Lot, du plastique partout, la salle de cinéma remplie d'abrutis, etc. Enfin, bon, très méchante. Méchante, mais pas stupide, mais méchante et aristocratique d'inspiration. Oui, on ne veut pas que la masse, etc. On ne veut pas de la camelote pour la masse, ni de la camelote qu'est la masse. Alors, Bruno Schulz, moi j'aime beaucoup Bruno Schulz, il est sur des positions à peu près identiques, tout en comprenant la fascination, comme Benjamin d'ailleurs, la fascination qu'on peut avoir pour ces objets qui circulent beaucoup, etc. Gombrowicz, alors lui, carrément, vraiment très réactionnaire, mais enfin le Gombrowicz polonais voit apparaître cette culture de masse et en est comme écœuré, si on veut. Ça a été étudié dans les années 60 chez nous. Alors moi, je voudrais faire une réflexion qui prend ça un peu de front. Comment a commencé la carrière de Molière? La carrière de Molière. Molière, oui. Bauquelin. Molière. Alors, ça commence sur des tréteaux, ce qu'on appelle le tréteau banal, sur la place du marché. Scapin, les horreurs, le médecin qui boit l'urine de son patient. La jalousie du barbouillé. Oui, et il termine chez Louis XIV. C'est vrai. Et c'est le grand Molière qui est quand même, enfin, la culture française par excellence. La langue de Molière. Donc moi j'en conclus simplement que la notion de culture de masse a une espèce de relent, de refus, comme si on se permettait en quelque sorte d'être l'arbitre des élégances et de dire que ça n'est pas bien. Oui. Mais moi, je trouve ça pas mal. Écoutez, merci. Et vous, Alexandre, qu'en pensez-vous de l'industrie culturelle de masse et au fond, de la défaite de la pensée, on dirait, devant cette industrie? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, évidemment, je suis contre l'idée de la défaite de la pensée, bien sûr. Mais ce qui m'a tout de suite fait réagir,
c'est que tout cela n'est pas aussi récent qu'on le croit. Oui. Comme l'a dit François. Prenons tout simplement le portrait de Louis XIV en majesté du Louis XIV vieux. Oui, de Parigot, il y a Saint-Trigaud, par exemple. Oui, je ne sais plus qui c'est, mais enfin, ce portrait a été reproduit tout de suite par les ateliers du roi pour être remis à tout son entourage proche. Chacun devait avoir ce portrait de Louis XIV, que nous connaissons bien, là, en majesté, la copie. Le vieil homme. Ce n'est plus du tout le jeune Louis XIV, etc. Et cette copie est dire, voilà, le roi, c'est cela. C'est le portrait du pharaon. Et donc, il y a une reproduction délibérée d'une image du roi qui ensuite va être lithographiée, qui va toucher toute la France. Comme dans les monnaies les plus anciennes, n'est-ce pas? Même des Séleucides. Voilà, on refait à ce moment-là, ce n'est plus un portrait la numismatique. Sur le moment, c'est un portrait idéalisé. Et donc, cette idée de la reproduction barca et de cette capacité reproductive est beaucoup plus ancienne que ce que l'on imagine. Et en réalité, ce qu'elle représente, c'est une tentative, effectivement, de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, justement, dans les sociétés, c'est-à-dire l'inconscient. Prenons tout simplement maintenant Velázquez. Velázquez, qui s'appelait Silva, bien sûr, qui était un juif portugais converti et qui a été le plus grand peintre de son temps. Eh bien, Velázquez, lui, il s'est arrangé à sa manière, et El Greco encore plus, par reproduire les traits épouvantables de cette cour. Les nains, les infantes contrefaites par la... etc. Les infantes, tout ça est dans les portraits. Ils ne sont pas censurés. Et c'est en fait, à ce moment-là, dans l'art du portrait, quelque chose qui échappe au contrôle politique que, justement, précisément, Louis XIV a voulu, en répandant en grappe. C'est très vrai. Il faut, évidemment, dans le portrait à l'époque, aujourd'hui dans la photographie, aujourd'hui dans d'autres arts, il y a quelque chose qui échappe à la volonté de contrôle et de maîtrise et au discours du sujet. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, du libre, du Durchbruch ins Freie, comme on disait, de l'échappée belle. Et c'est bien ces échappées qu'aujourd'hui, c'est certaines grandes photos extraordinaires. Pensez par exemple à celle où Churchill s'est fait arracher son cigare par le photographe. Et alors il le reproduit à ce moment-là dans une espèce de disco de visage de colère et de frustration qui était exactement ce qu'il a éprouvé à ce moment-là. Et vous passez le relais à notre ami Alain Vanier, mais d'un mot, il est incontestable que la copie, en particulier par la gravure, les gravures ont été un instrument non seulement de diffusion de l'art, mais même une aide pour les artistes, pas qu'il y avait des modèles auxquels ils n'auraient pas pu atteindre autrement. Donc ce n'est pas tout à fait neuf. Alors, alors cette place de l'inconscient qu'a signalé Alexandre, qu'en pensez-vous, Alain? Alors véritablement, c'est vrai que et Benjamin commence son texte sur l'œuvre d'art par là, en rappelant que de la reproduction, il y en a toujours eu. Ce qui chute, dit-il, dans la reproduction technique, c'est l'aura. Et le problème, ce qui chute, c'est l'aura, c'est-à-dire qu'en fait, le lien au culte, parce qu'au fond, ce que soulignait Alexandre Adler, c'est aussi le lien à la religion qu'avait l'art autrefois. Les modes de peinture, les églises, etc., ce sont des lieux... l'art est avant tout cultuel pendant des années, pendant des siècles, et puis quelque chose bascule à un moment donné, et en particulier à cause des effets de la technique qui paraissent un symptôme. L'inquiétant, et qui me semble une des questions aujourd'hui vraiment très importante, c'est que la perte de l'aura pour l'œuvre d'art ressurgit ailleurs, dit Benjamin. Il prend l'exemple de l'acteur. Il dit l'acteur, c'est un peu la formule de Jouvet qui disait pour faire à ses acteurs, si vous voulez faire si vous êtes acteur au cinéma, pensez surtout à avoir un bon siège, parce que effectivement, on n'incarne pas Macbeth pendant tout le temps d'une représentation, c'est par petits bouts. Par contre, cette désacralisation, cette dévalorisation de l'œuvre d'art en tant que séparée de l'aura revient à l'extérieur. Ce qui intéressait Benjamin, c'est par exemple le culte de la vedette
Rudolf Valentino. Et je trouve un symptôme aujourd'hui quand même assez stars. Remarquable. Alors, non seulement les stars, mais le fait que nos leaders politiques, le nombre de leaders politiques qui sont anciennes vedettes de la télévision, du spectacle, etc. Ça, je pense que c'est pas un hasard. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve que Benjamin était véritablement c'est certain. prophète. Oui, c'est certain, mais au fond, cette idée d'une chute de l'aura, je voudrais quand même signaler que ce que nous avons comme résidus restants, héritage des sculptures antiques, est lié quand même au grand nombre de copies, n'est-ce pas, qui ont été faites. Donc, et les artistes de l'Antiquité ont répliqué à l'infini des grandes œuvres qu'ils admiraient. Donc, et pour nous, elles ont cette aura, elle est encore là. Alors, parce que l'idée de l'original, qui est un originaire, de l'authentique, quand on regarde par exemple les peintures classiques, beaucoup de peintres ont eux-mêmes refait, avec quelques variations mineures, des originaux en quelque sorte. Donc, et ce sera ma dernière question, je ne sais pas qui voudra y répondre, il est quand même incontestable que la culture de masse, si on en approuve les effets de démocratisation qui permettent à tellement d'amateurs aujourd'hui de se rendre dans les musées, de prendre connaissance des grands chefs-d'œuvre du passé. La culture de masse a aussi produit ce que Horkheimer et Adorno appellent la camelote. C'est incontestable, c'est-à-dire en fait des sous-produits, de la musique, des sous-produits de la culture. On ne peut pas nier non plus cet aspect-là. Comme si ça n'existait pas avant. Voilà. Comme si ça n'existait pas avant. Oui. Comme si, à côté des tableaux les plus sublimes, on a eu des greuses épouvantables, etc. Mais ce qui n'existait pas avant, c'est l'industrie. Voilà. C'est quand même... ça la grande. En fait, c'est quand même une critique du capitalisme industriel, ce qu'on voit dans le texte qu'on a examiné. Parce qu'il donne l'exemple du cinéma, qui n'est possible que grâce à des capitaux industriels. Tous les autres arts sont d'une certaine manière laissés dans leur... les journaux aussi ont besoin de capitaux industriels, enfin, mais ce n'est pas évidemment de l'art au sens où nous le disons pour les arts plastiques, pour la peinture, pour l'architecture. Ce qu'il y a, c'est que Staline, on ne l'appelait pas par son prénom. Bon, mais voilà. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Et je vous remercie beaucoup. Et donc, la fois prochaine, nous allons terminer cette enquête sur l'école de Francfort avec Jürgen Habermas.